donc les représentants des syndicats et associations qui nous ont fait la gentillesse de venir à cette table ronde, et puis je ferai circuler les questions, etc. Je vais lancer les premières interrogations naïves. Donc, je vais le faire par ordre d'à côté de moi, hein, voilà. Donc, pour représenter le syndicat des écrivains de langue française, le CELF, Yves Frémion, et Christian Villa, qui est vice-président. Non, président. Ah, tu es président. Voilà, on en va. Nous avons même le président du CELF. Donc, on commencera peut-être par rappeler ce qu'est le CELF et dire quelques mots. Pour la charte des auteurs et illustrateurs, Sonia Delmas, voilà, qui était déjà venue, comme Yves, et qui nous font le plaisir de revenir à ces tables rondes. On pourrait commencer par parler de ce CELF qui est René. Un petit mot à dire, je suis aussi ici comme représentant du droit du cerf. Ah, d'accord. Donc tu es multicasquette. Voilà. Ben, c'est bien peut-être que tu parles des deux. Donc président, là, si ce syndicat, il était un petit peu en veille, non? Vous l'avez réanimé? On l'a réanimé, il avait cessé de fonctionner depuis une dizaine d'années, il me semble. Et bon, il y avait très peu d'adhérents, il restait très peu d'adhérents, et avec le problème de la numérisation et tout, ça a été l'occasion de relancer cette affaire. Et, bon, à côté, il y a le droit du cerf, qui est une structure informelle qui a aucun statut particulier, mais qui regroupe quand même pas d'un millier d'auteurs, d'intervenants divers dans l'édition. Avec une page Ouais, une page Facebook. Avec une page Facebook très active où les auteurs parlent, demandent, ça m'est arrivé, voilà, c'est vraiment très très actif. Ouais. Quelles sont les activités du CELF en temps normal? Le CELF, là, pour l'instant, on est en pleine restructuration. Donc on est en train de réécrire les statuts pour les ouvrir davantage qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, c'est-à-dire on va les ouvrir aussi, on va accepter aussi les vendeurs de tous les métiers de la création, les éditeurs indépendants, les libraires indépendants. C'est ce qui est prévu dans les nouveaux statuts. Et les chantiers principaux, c'est donc les indisponibles, la numérisation et bientôt la GESA. Puisque justement puisqu'on parle de la GESA, ce serait bien, Sonia, que tu puisses nous dire en quelques mots les grandes avancées quand même qui ont été faites ces derniers mois ou l'année dernière en termes justement de reconnaissance des droits, les animations dans les droits d'auteur pour les auteurs, etc., etc. Un petit medley. Ah oui, j'ai le mien, j'ai oublié. Bon, la GESA. Donc la GESA, c'est... D'abord, je me représente. Je fais partie de la charte donc, des auteurs et illustrateurs jeunesse. Nous sommes plus de 1200 auteurs, illustrateurs et traducteurs. Et nous intervenons aussi beaucoup dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, enfin, etc. Alors, l'avancée dont tu parles, par exemple, c'est que depuis l'année dernière, nous avons le droit, c'est-à-dire les personnes, les auteurs qui sont affiliés au régime de l'AGESA, qui est la caisse de sécurité sociale des auteurs, nous avons le droit encore plus près, oui, nous avons le droit d'intervenir dans des classes pour des rencontres et nous sommes donc payés en droit d'auteur pour ce genre de rencontres. Voilà. C'est très, très bien, aussi bien pour le diffuseur, c'est-à-dire la personne qui commande, que pour nous. Mais il faut faire très attention parce que ce régime n'est possible que pour les affiliés à la GESA, c'est-à-dire les auteurs qui cotisent à cette sécurité sociale. Parce que tous les auteurs
sont assujettis, c'est-à-dire c'est leur éditeur qui paye sa part de sécurité sociale pour eux, mais ça n'ouvre aucun droit aux auteurs. Et il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui se retrouvent au moment de la retraite avec une déception extrêmement amère. Voilà. Bon, voilà, l'avancée, c'est une chose pour laquelle nous nous sommes vraiment battus. Alors, on attaque le vif du sujet, Yves. Donc pardon, et je te promets qu'après je te donne ton micro, plus jamais je te le prends. Simplement, ce thème-là, le thème de cette table ronde, reprise des droits, protection des œuvres en ligne, ouvrages indisponibles, c'est toi qui me l'as donné, donc quand on en a discuté au téléphone, en me disant, voilà, c'est une table ronde, c'est la grande préoccupation des auteurs aujourd'hui, c'est celle-là, donc si tu peux tracer un petit peu le portrait, nous dire ce qu'il y a derrière ces mots comme combat d'auteur. Grosso modo, c'est une loi qui a été votée l'année dernière. J'insiste sur un point, elle a été votée à l'unanimité des deux chambres. C'est assez exceptionnel. Ça veut dire une chose, c'est qu'on ne reviendra pas sur cette loi. Beaucoup de mes camarades pensent qu'on peut. Une loi qui est votée à l'unanimité, les chambres ne reviendront pas dessus. Par contre, dans les décrets qui vont tomber, il y a beaucoup à faire qui permettrait de démanteler non pas la loi, mais de démonter les éléments les plus négatifs de cette loi. Alors, les indisponibles, qu'est-ce que c'est? Comme vous savez, dans le droit d'auteur, il y a les livres qui sont sous droit et les livres qui sont dans le domaine public. Un livre qui est dans le domaine public, c'est un livre dont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. Ces livres-là, tout le monde peut en faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il veut. Tout le monde peut les éditer comme il veut, les utiliser, etc. Ça appartient à la nation. Donc tout le monde peut s'en emparer, y compris vous d'ailleurs. Mais avant cette date-là, il y a des droits pour les auteurs de leur vivant et leurs héritiers, puisque on parle de propriété littéraire. Donc ça se transmet exactement comme n'importe quel patrimoine à ses héritiers, et les héritiers pendant 70 ans ont les mêmes droits qu'avait l'auteur sur ces œuvres-là, aux héritiers à qui parfois les auteurs ont laissé leurs consignes, leurs désirs, et évidemment la gestion de leurs droits, ce qui permet aussi d'ailleurs parfois à des auteurs de continuer à vivre après leur mort, enfin leur œuvre continue à vivre après leur mort, parce qu'ils ont des héritiers pour s'en occuper. Il faut toujours penser ça. C'est que si personne ne s'occupe de l'œuvre d'un auteur après sa mort, son œuvre disparaît. Alors, il y a... alors donc pour les ouvrages qui sont dans le domaine public, la question a été réglée depuis longtemps. Par contre, pour les ouvrages qui sont toujours sous droit, qui appartiennent toujours à leurs auteurs, mais qui avaient été édités et dont les ouvrages étaient épuisés depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle les ouvrages indisponibles. Alors sur ces indisponibles, la loi qui a été votée, grosso modo, je pourrais la résumer rapidement, la loi prévoit que lorsqu'on n'arrive pas à mettre la main sur l'auteur, parce qu'il n'y a pas de fichier général des auteurs quelque part, un éditeur peut rééditer sans l'autorisation de l'auteur cet ouvrage comme il le souhaite, et en particulier, y compris l'éditeur qui était l'éditeur d'origine et qui ne l'exploitait plus. Ce qui a posé problème dans cette histoire, c'est qu'on enlève une partie de ce qu'on appelle le droit moral, c'est-à-dire le droit intellectuel sur une œuvre, c'est-à-dire le droit à un auteur, le droit sur son œuvre, c'est le droit qui dit cet auteur est auteur de cet ouvrage, il est propriétaire de cet ouvrage, il en touche les fruits, et nul ne peut diffuser et encore moins modifier cette œuvre sans son accord. C'est pas seulement pour les livres, hein, c'est toutes les œuvres de l'esprit. Et ce droit moral n'est pas cessible, c'est-à-dire ça ne peut appartenir qu'à l'auteur. On peut le vendre à personne, personne ne peut l'exercer autre que l'auteur, et évidemment ses héritiers, et surtout il est éternel. C'est-à-dire que là il n'y a plus d'histoire de 70 ans après la mort. 70 ans après la mort d'un auteur, vous pouvez exploiter son œuvre, mais vous ne pouvez pas la modifier.
vous ne pouvez pas aller contre la volonté éventuellement exprimée par un auteur. Et je conseille à tous les auteurs qui pensent que peut-être un jour ils mourront de mettre leur desiderata par papier, de confier par exemple à une société d'auteurs pour qu'on le respecte. En tout cas, moi je vais le faire. Et donc, comme le droit moral est battu en brèche depuis une cinquantaine d'années de tous les côtés, en ce moment beaucoup par le monde du numérique et aussi par le monde qui est sous influence anglo-saxonne, parce qu'il n'existe pas dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas de droit moral. Vous pouvez absolument, si vous achetez une œuvre, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez changer la fin, vous pouvez mettre en couleur un film, par exemple, comme ça a été fait. Bon. Et donc, sous ces différentes pressions, le droit moral est attaqué de tous les côtés. Et donc, du côté auteur, on souhaite vraiment qu'aucune amputation de ce droit ne puisse se faire. Donc, on est évidemment très réticent, non pas sur l'ensemble de la loi, mais sur ce point-là, sur le fait qu'on puisse éditer un auteur vivant sans son autorisation. Ça, pour nous, c'est monstrueux. Et évidemment, ça a beaucoup joué, ça a joué un rôle important dans la relance du syndicat, parce que c'est une des questions sur lesquelles on a senti qu'il fallait retrouver une force